Il s'est tenu à Dakar au Sénégal un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Cette rencontre va accélérer le processus d'intégration économique des 15 pays membres de cette organisation. Le système de sûreté du port d'Abidjan veut être encore plus fiable, plus performant. Des exercices sont menés régulièrement comme cette opération de libération des navires pris en otage par des pirates. La mairie de Diokoué vient de faire établir gracieusement des extraits d'actes de naissance à plusieurs enfants de la localité. Elle veut ainsi les préserver de l'apatridie. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Il s'est tenu hier vendredi à Dakar au Sénégal un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui regroupe 15 pays. Cette rencontre était axée sur des questions économiques et politiques, notamment le prélèvement communautaire d'intégration et les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Ce sommet de la CEDEAO va accélérer le processus d'intégration économique des 15 pays membres de cette organisation. Viviane Haïmé, envoyée spéciale de la RTI à Dakar, au Sénégal. Au terme des différents échanges, le sommet de Dakar a enregistré une avancée de taille. La conférence des chefs d'État a ratifié la mise en place effective du tarif extérieur commun, le TEC-CEDEAO. La conférence entérine les mesures complémentaires de protection relatives à la taxe d'ajustement à l'importation et à la taxe complémentaire de protection pour permettre un ajustement progressif de l'application harmonieuse du tarif extérieur commun qui interviendra à partir du 1er janvier 2015. Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, tous les pays de la CEDEAO appliqueront les mêmes tarifs douaniers. Cette mesure va ainsi consolider le marché commun au sein de l'espace communautaire. Le sommet a aussi examiné d'autres volets du processus d'intégration économique qui désormais s'accélère. Ainsi, le prélèvement communautaire d'intégration, une taxe qui servira à alimenter les caisses de l'organisation pour son fonctionnement, sera mise en place dans un délai de 5 ans. Les chefs d'État ont encore réaffirmé leur volonté politique pour la création d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest. Le rôle d'impulsion et de suivi du processus de convergence monétaire a été confié aux deux présidents, Mahamadou Issoufou du Niger et John Dramani Mahama du Ghana. La conférence des chefs d'État s'est aussi penchée sur les accords de partenariat économique qui vont être signés prochainement entre la CEDEAO et l'Union européenne. La conférence a chargé le président Macky Sall de superviser ces négociations. Au terme des travaux, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, a exprimé sa satisfaction pour les avancées qui ont été enregistrées par le sommet de Dakar. Je voudrais en votre nom à tous me réjouir des résultats atteints. Nous avons aujourd'hui fait un pas important et franchi une étape supplémentaire pour la consolidation de notre union et l'approfondissement de notre intégration communautaire. En effet, avec l'adoption du tarif extérieur commun, nous constituons désormais un bloc commercial solide et compétitif, capable d'améliorer la contribution de notre organisation. La nouvelle impulsion que nous venons de donner à notre organisation n'a été possible que grâce à votre détermination et votre engagement à parfaire notre union. Nous devons garder la même disponibilité et le même sens de la solidarité afin d'adopter le reste de notre agenda communautaire, notamment le prélèvement communautaire d'intégration, au terme de la période transitoire de 5 ans, approuvée par notre conférence. La CEDEAO, sous la direction du président de la République Alassane Ouattara, vient ainsi de relever un nouveau défi, à savoir enclencher véritablement l'intégration économique. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Dakar après la clôture du sommet pour se rendre à Nice, en France.
En marge du sommet extraordinaire de la CEDEAO, le président de la République, Alassane Ouattara, qui a participé à ce sommet, a eu plusieurs rencontres, notamment avec le président de la compagnie Emirates Airlines et le président de la commission Dubai Expo 2020. Au menu de ces rencontres, la coopération entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis. Au cours de la matinée ce vendredi, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une audience à son Excellence Cheikh Ahmed Saïd Al Maktoum, président de la compagnie aérienne Emirates. Il est aussi le président du comité d'organisation de Dubai Expo 2020, une exposition internationale prévue dans la grande capitale des Émirats arabes unis en 2020. Il était accompagné par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie saoudite, son Excellence Touré Vazoumana. L'hôte du président de la République est venu présenter une invitation pour la présence de la Côte d'Ivoire à cette exposition. Je suis très heureux d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République et aussi de prendre part à ce grand sommet qui réunit les chefs d'État de la CEDEAO. Et ma présence ici est motivée par la volonté de consolider et de raffermir les relations de coopération entre les Émirats arabes unis et la Côte d'Ivoire. Et aussi étendre et consolider ces liens de coopération dans les autres domaines, que ce soit dans le domaine économique, énergétique et culturel. Nous étions toujours avec notre envoyé spécial à Dakar au Sénégal, Viviane Haïm. Revenons en Côte d'Ivoire et dans le cadre de la visite d'État du président de la République à Sakassou, région de Béké. Plusieurs travaux sont en chantier dans la localité. Il s'agit des ouvertures de rues, de l'extension du réseau électrique et de construction d'écoles. C'est Rokorona Béké nous en parle. Le 26 novembre 2013, les populations de Sakassou vont communier avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette visite d'État du président de la République dans le Walebo se précise sur le terrain avec l'ouverture de plusieurs chantiers. Il y a quelques jours, les populations disaient qu'on ne voit rien à un mois de la visite, il n'y a rien sur le terrain, alors qu'ailleurs, 3 mois ou 4 mois avant, déjà, on sentait que le chef de l'État a réalisé quelque chose. Mais je leur ai toujours dit que le chef de l'État a les moyens de sa politique. Les travaux concernent essentiellement l'extension du réseau électrique, l'adduction de la ville en eau potable, la construction d'écoles, la réhabilitation et l'ouverture des rues. Autant de projets qui réjouissent les populations. Ça fait très longtemps, les rues là, on ne les touche pas. Les courants, il n'y a pas d'eau. Donc moi, je suis content. Nos voies étaient vraiment impraticables. Aujourd'hui, cela me réjouit et je voulais réitérer pour cela tous mes remerciements au président de la République. Ça pourra en tout cas désenclaver nos villages, nos quartiers pour que la circulation puisse être bonne afin que le développement puisse réellement s'instaurer. Outre la ville de Sakassou, les villages bénéficient de reprofilage et de réhabilitation de leurs pistes, longtemps restées sans entretien. Plusieurs autres villages ont été inscrits au programme d'électrification. La grande place publique de Sakassou, retenue comme site devant abriter le meeting qu'animera le chef de l'État, fait déjà ses toilettes des grands jours. Autre chose à présent, un ordre national des sages-femmes verra bientôt le jour ici en Côte d'Ivoire. Le projet de loi portant création de cet organe de régulation et de réglementation du métier de sage-femme a été adopté par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Victorine Yaoyobwe. Un ordre national vient pour mettre de l'ordre dans une profession. La commissaire du gouvernement, venue présenter le projet de loi portant création d'un ordre national des sages-femmes et des maïeuticiens de Côte d'Ivoire à l'hémicycle clair, le milieu des sages-femmes a besoin de toute urgence d'un ordre. C'est urgent de vous demander, vous les parlementaires, de nous aider à faire en sorte que nous puissions régir correctement cette profession lors de la journée internationale des sages-femmes. Le 5 mai, lorsque la télévision a passé le micro, un genre de micro-trottoir, sur les 7 personnes à qui on a tendu le micro, aucune de ces personnes n'a dit du bien des sages-femmes. Les sages-femmes, elles aussi attendent la création de leur ordre national, mais pour une toute autre raison. La sage-femme travaille jour et nuit
pour les besoins de la population. Et toute cette population ne reconnaît pas tout ce que nous faisons. Donc nous avons vraiment besoin de cet ordre-là pour réglementer, pour organiser. Effectivement, dans nos rangs, il y a des brebis galeuses. Nous sommes 3300. Avec l'avènement de l'ordre, on va sensibiliser. Et après cela, s'il y a des gens qui ne sont pas encore sensibles à l'appel des sages-femmes, mais celles-là seront sanctionnées. Avec ce projet de loi, la profession des sages-femmes s'ouvre désormais aux hommes. Au lieu de les appeler sages-hommes, ils seront appelés maïeuticiens. Après examen du projet de loi, il a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Suivra ensuite le code de déontologie des sages-femmes et des maïeuticiens de Côte d'Ivoire. Deuxième grand titre de cette édition pour rendre le système de sûreté du port d'Abidjan encore plus fiable, plus performant. Des exercices sont menés régulièrement comme cette opération de libération des navires pris en otage par des pirates. Ali Diarasouba. Un navire commercial pris pour cible par une dizaine de pirates au large des eaux ivoiriennes. Nous sommes le jeudi 24 octobre à quelques mètres de la direction des opérations maritimes et de la sécurité du port autonome d'Abidjan. Tout l'équipage du navire est pris en otage par les pirates. Sur la rive, la gendarmerie, la police et les agents de sûreté des installations portuaires sont avertis de la menace. Aussitôt, un dispositif est mis en place pour circonscrire la prise d'otages. Un Zodiac et 2 vedettes sont mis à contribution pour se lancer à l'assaut des bandits. Les forces de sécurité et de sûreté peuvent se rapprocher du bateau attaqué. Première action, des tirs de sommation. Un cordon de sécurité est ensuite dressé. Les pirates n'entendent pas abdiquer, ils ouvrent le feu. Après plusieurs minutes d'échange de tirs, les forces d'intervention parviennent à mettre hors d'état de nuire les bandits. Bilan de l'opération, 4 blessés côté pirates, les 6 autres sont maîtrisés. Les preneurs d'otages sont ramenés sur la rive. Les blessés, pris en charge par les sapeurs-pompiers alertés, les autres soumis à un interrogatoire lorsque le caïd, le chef du gang, tente de s'échapper. C'est sans compter la vigilance des chiens de garde qui freinent son échappade. Des stupéfiants sont retrouvés dans les affaires des bandits, lesquels sont amenés ensuite par la police. On pourrait dire félicitations aux agents en charge de la sûreté et de la sécurité du port autonome d'Abidjan pour cette opération réussie à 100%. Félicitations pour cet exercice de sûreté grandeur nature. Un exercice comme cela se fait sur toutes les grandes plateformes portuaires pour mettre à l'épreuve le dispositif de sécurité en place. Cette pratique répond aux exigences du code ISPS, un ensemble de mesures spéciales de renforcement de la sûreté maritime mises en place par l'Organisation maritime internationale OMI en décembre 2002 à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Il a été suivi avec beaucoup d'intérêt par les responsables du PAA ainsi qu'une délégation des ports du Havre, de Rouen et de Paris. Après une descente dans les supermarchés et boutiques de la commune de Yopougon, les agents municipaux ont saisi une importante quantité de produits prohibés. Les marchandises étaient composées de produits laitiers, des boîtes de conserve, de l'huile et du riz. Ces marchandises saisies ont été brûlées en présence du président des consommateurs de Côte d'Ivoire, des responsables du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et des autorités municipales. Tout à fait autre chose, le grand jeu télévisé Interville, programme phare sur une cinquantaine de chaînes internationales, fera son entrée sur les chaînes de la RTI en janvier 2014. Une convention de coproduction a été signée entre la RTI et l'équipe de production de cette émission. Le contenu de ce programme télévisé et son intérêt pour les Ivoiriens avec Franck Wadio. Un public en liesse et des participants rivalisant d'efforts. Un aperçu du grand jeu télévisé Interville. Ce jeu, conçu en 1962, est devenu l'un des programmes phares de l'été en France et dans plusieurs pays dans le monde, sera diffusé en Côte d'Ivoire. La convention entre la RTI et Mistral, la société productrice, vient d'être signée. Dans ce contexte post-crise, il est bon que 16 villes de toute la Côte d'Ivoire puissent s'affronter, mais je dirais dans une ambiance festive. Nous avons des épreuves de différents types
et par la diversité de ces épreuves, ces villes-là vont pouvoir montrer le meilleur de ce qu'elles ont à offrir. Intervilles, c'est deux villes qui s'affrontent par émission, dans un décor rappelant la particularité des villes engagées. Tout un programme selon le producteur. Le jeu, la force, la convivialité, la musique. Également, on va mettre en exerce les richesses folkloriques, les richesses de chaque ville. Intervilles Côte d'Ivoire sera donc diffusé dès janvier 2014. Mais bien avant, le tournage qui aura lieu à Abidjan débutera dans le mois de décembre prochain. Des détails à présenter à la tutelle. Pour le ministre de la Communication Bamba Afoussiata Lamine, Intervilles est surtout source de cohésion sociale. Je dirais que cet événement-là est fédérateur, donc il participe pleinement à la cohésion sociale. Et naturellement, le ministère de la Communication essaiera de vous aider effectivement à ce que vous puissiez lever tous les obstacles sur le déroulé de cet événement-là. La cohésion sociale par le moyen du ludique, le défi est engagé. Chaque émission durera 90 minutes et aura lieu une fois par semaine. Les États généraux de la forêt pour une réflexion approfondie sur la gestion durable du secteur forestier, de la faune et des ressources en eau. C'est pour bientôt. Le ministère des Eaux et Forêts et des partenaires au développement s'organise pour préparer ces États généraux. Guy-Roger Nguessan, Franck Kouadio. Forêt sinistrée, faune fortement menacée et des ressources en eau exposées à la pollution et encore très peu valorisées. Le tableau présenté par les écosystèmes ivoiriens est peu reluisant. Pourtant, la forêt et l'eau jouent un rôle primordial dans le maintien des processus écologiques et dans la protection de l'environnement. Si rien n'est fait dans quelques années, la Côte d'Ivoire risque de ne plus appartenir à la catégorie des États dits forestiers. Selon le ministère des Eaux et Forêts, le rythme de déforestation est d'environ 300 000 hectares par an depuis ces 10 dernières années. Les États généraux de la forêt devraient permettre de construire une nouvelle stratégie de gestion de ce secteur vital pour l'économie nationale et pour les populations. Déjà, les experts des questions de l'eau et de la forêt ainsi que les partenaires techniques et financiers sont en atelier pour poser les jalons de la réussite de ces assises. Il y a une étude engagée par le PNU, notamment autour des impacts de la crise sur les écosystèmes, une étude de grande envergure. Il y a un certain nombre de travaux d'analyse sur la gestion des forêts, du patrimoine, des potentialités du secteur et consolider les actions qui sont engagées. La conservation de la forêt, la conservation de la faune, la protection des ressources en eau, ailleurs ça marche. Et pourquoi chez nous ça ne marche pas? Donc c'est toutes ces questions-là qui vont faire l'objet des réflexions. Les États généraux de la forêt et des ressources en eau sont prévus pour le premier trimestre 2014, un rendez-vous pour redorer le couvert forestier ivoirien. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable veut lutter contre l'invasion du plan d'eau lagunaire abidjanais par des jacinthes d'eau, un phénomène saisonnier. Il mène donc une vaste opération dans ce sens. Christelle Minan, Patricia Omou et Tia. Octobre à décembre, les jacinthes d'eau, communément appelées salades d'eau douce, envahissent la lagune abidjanaise entraînée par les courants du fleuve Comoé en crue. Ces plans aquatiques, faute d'être évacués vers la mer, prolifèrent non sans causer des dégâts. Très invasives, les jacinthes d'eau diminuent la vie aquatique, privant l'eau de la lumière et d'oxygène. Pollueurs biologiques et esthétiques, elles sont aussi ennemies des pêcheurs. À cause de la plante, là, on ne peut pas circuler sur la lagune. Ça nous gêne, la toile ne bouge pas. Des fois, quand ça va dans la bouche, avant pour descendre là, on ne peut pas descendre. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers le Centre ivoirien anti-pollution, CIAPOL, est à pied d'œuvre à Grand Bassam et Ebra pour endiguer ce phénomène saisonnier. Fait marquant, les populations participent aux travaux. Depuis 3 semaines, nous sommes là pour lutter contre ces végétaux, les empêcher d'arriver sur Abidjan. Avec le Watermaster qui est multifonctionnel, qui était sur la baie de Cocody, le ministre nous a instruit de venir travailler ici avec de lutter contre ces végétaux. Les plants ainsi extraits sont stockés dans les mangroves ou mis à sécher sur les berges. Dans certains pays, ils sont recyclés comme engrais, aliments de bétail, épurateurs d'eau polluée
ou matériaux d'artisanat. Selon le CIAPOL, la lutte mécanique devrait être associée à la lutte biologique, interrompue depuis la crise. Originaire d'Amérique du Sud, la jacinthe d'eau douce ou salade d'eau douce a été introduite dans plusieurs régions d'Afrique et d'Asie comme plante ornementale. Les Ivoiriennes veulent de plus en plus contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le secteur choisit l'entrepreneuriat pour y arriver. Elles se forment. Kadissou Mauro, Franck Wadjo. 15% des entreprises en Côte d'Ivoire sont créées par des femmes selon de récentes études. Mais la majorité de ces femmes n'ont pas toujours la qualification requise. African Women Entrepreneurship Programme veut y remédier. Nous avons environ 80 femmes qui vont être formées et à leur tour après vont être des formatrices puisque nous allons sillonner l'ensemble du territoire ivoirien pour capter le maximum de femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Les participantes adhèrent à la vision de la WEP. Nous sommes sur le terrain et ce sont des opportunités que nous souhaitons avoir pour pouvoir prospérer dans nos affaires. Nous faisons de l'exportation, de l'importation. Donc nous avons besoin vraiment des opportunités comme ça. Et en même temps, nous nous formons, en même temps, nous profitons des opportunités pour faire le travail. L'entrepreneuriat, un moyen pour les femmes d'être autonomes et de se positionner au sein de la société. La WEP est une association qui regroupe les femmes responsables d'entreprises de Côte d'Ivoire. Elle se donne pour mission de contribuer à l'amélioration de l'économie de leur pays. Le troisième grand titre de cette édition, la mairie de Diokwe vient de faire établir gracieusement des extraits d'actes de naissance à plusieurs enfants de la localité. Elle veut ainsi les préserver de la patrie d'inondie. Thérèse Tapeyoboué. 5000 actes de naissance aux enfants de Diokwe. Des enfants nés entre le 20 septembre 2002 et le 31 juillet 2011. La mairie de Diokwe est à la tâche. Pour ce faire, une équipe mobile passera de quartier en quartier, de village en village pour recevoir les déclarations et établir des actes qui conviennent. Cette démarche, selon la mairie de Diokwe, est purement républicaine et non politicienne. La mairie est au travail pour le bien-être des populations. Par conséquent, j'engage le personnel de l'état civil au travail dans la rigueur et la probité, auquel j'attache un prix. Selon le maire de Diokwe, du succès de cette opération dépendront d'autres actions, notamment la reconstitution des registres altérés ou perdus du fait de la crise post-électorale de 2010, l'établissement des actes de naissance des personnes hors délai non concernées par l'opération actuelle. Ces différentes opérations ont un coût. C'est pour cela que la mairie de Diokwe appelle à la mobilisation des ressources financières de partenaires. Ce sont des milliers de personnes qui ont vu leurs actes de naissance égarés ou disparaître de l'état civil pendant la crise en Côte d'Ivoire. L'adolescence, une période tumultueuse autant pour le parent que pour l'enfant. Comment arriver à la maîtriser pour le développement harmonieux et l'épanouissement de l'adolescent dans la société? La plateforme des femmes pour gagner a réfléchi sur la question. Kraskando. L'adolescence, une période qui se situe entre 13 et 18 ans. Moment parfois d'incompréhension entre l'enfant et ses parents. Mon fils qui est aujourd'hui conducteur de train, quand j'ai vu que ça n'allait pas à Abidjan, j'ai fait partir à Séguéla auprès des parents où il a passé le BPC à 13 ans. Bon, après le BPC, il voulait forcément aller en seconde, ce que j'ai trouvé trop long. Donc pour moi, il devait aller au lycée professionnel pour apprendre un métier, ce que lui, il n'a pas accepté. Je mets ça sur le compte de l'adolescence. Mais aujourd'hui, il a vu la vérité et il me donne raison. Comment l'adulte peut conduire l'adolescent vers un développement harmonieux? C'est une question qui préoccupe la plateforme des femmes pour gagner. L'adolescent passe des moments délicats dans sa vie. Il y a une période de l'adolescence que les parents doivent absolument maîtriser pour faire demain des hommes sérieux, des hommes capables de participer au développement du pays. Pour la conférencière, l'adolescent doit être écouté et compris. Il se pose en s'opposant. Il se construit
en disant non, qu'il ait une identité. On est dans la séparation, individuation. Je me sépare pour pouvoir être mon identité personnelle. On pense que c'est l'âge ingrat, les parents qui se disent qu'on s'est occupé d'un enfant, maintenant ils nous parlent mal. On pense que c'est l'âge de la révolte. Vous voyez, les parents qui ont traversé cette période-là n'ont pas l'impression de comprendre alors qu'ils l'ont déjà vécu. La période de l'adolescence doit être un moment de dialogue permanent en général avec les adultes et en particulier avec les parents. Une délégation du Conseil Café Cacao a rencontré les producteurs et acheteurs de café et de cacao de Soubré, Méagi et de Buyo, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Au menu de cette rencontre, la fixation du prix du café et du cacao. Eugène Atoubé. Le représentant du Conseil du Café Cacao était fortement attendu dans la région du Nawa. Les producteurs, acheteurs, pisteurs et tous les acteurs intervenant dans le processus de commercialisation du café et du cacao ont exprimé à leur hôte leurs préoccupations, notamment les difficultés qu'ils rencontrent en cette période de début de campagne. En réponse, Bamba Ismaël a expliqué le mécanisme de fixation du prix minimum bord champ du café et du cacao. Relever aussi les efforts faits par le gouvernement pour arrêter le prix du cacao cette année à 750 francs CFA. Un prix garanti pour du cacao bien fermenté, bien séché et bien trié qui reflète le labeur des producteurs. Ceux-ci ont particulièrement été invités à sauvegarder les acquis de la première année de la réforme, notamment la qualité du cacao. Une exigence de compétitivité selon le directeur des opérations techniques du Conseil du café et du cacao que la Côte d'Ivoire se donne comme défi à relever. Les producteurs à rebours demandent à l'État de relever le prix minimum garanti et d'augmenter aussi la marge sur la commercialisation. Le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique a organisé une conférence débat animée par le professeur Simon Pierre-Kanza avec pour thème Côte d'Ivoire de l'ethnie à la nation. Objectif, faire connaître l'histoire de la construction de la nation ivoirienne. Doigt des lasers. Étudiants et députés à l'école du savoir. Ils sont instruits sur le thème Côte d'Ivoire de l'ethnie à la nation. Thème choisi par le PASRES, programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, pour retracer l'histoire de la construction de la nation ivoirienne depuis 1960. Selon le conférencier, la Côte d'Ivoire est devenue une nation depuis le regroupement des 60 ethnies qui existent sur un territoire délimité par les frontières avec les pays voisins. La nationalité doit être la manifestation d'un attachement effectif et affectif à la collectivité. C'est ainsi que se trouvera favorisée la construction nationale. Il appartient à l'État de construire la nation. Pour les initiateurs de la conférence, ce cadre d'échange est l'occasion d'inviter les Ivoiriens à se tendre la main pour le développement de la Côte d'Ivoire. Un geste salué par les participants. Le conférencier nous a dit qu'une nation se construit avec les populations. Il faut que ces populations-là puissent apprendre à vivre ensemble. De faire en sorte que la crise que nous avons connue ne se répète plus. Qu'on oublie que le voisin qui est à côté est un Dioula, que le voisin qui est à côté est un Baoulé ou que le voisin qui est à côté est un Bété. Le PASRES finance des projets de recherche scientifique à travers un fonds mis en place en collaboration avec le Centre suisse de recherche scientifique basé en Côte d'Ivoire. Objectif, promouvoir les résultats des chercheurs ivoiriens à travers le monde. Les Malgaches ont voté hier pour l'élection présidentielle. Ils attendent les premières tendances de ce premier tour. Les résultats ne sont transmis qu'au compte-gouttes à la commission électorale. Ce scrutin est censé permettre au pays de sortir de la crise politique qui dure depuis 2009. Globalement, le vote s'est bien passé selon les observateurs étrangers. Il a toutefois été endeuillé par la mort des chefs de quartier abattus par des inconnus dans un bureau de vote dans le sud du pays. D'autres informations brèves sur le continent pour terminer cette édition. Regardez.
Sauf circonstances exceptionnelles, William Ruto doit être présent à son procès à La Haye. Décision en appel annoncée ce vendredi par la Cour pénale internationale. Jugé pour crime contre l'humanité, le vice-président kényan avait obtenu en première instance que les audiences aient lieu en son absence. Décision infirmée après appel du procureur. La chambre d'appel de la CPI rappelle que la présence de l'accusé doit rester la règle générale. Reprise des combats à l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements entre l'armée gouvernementale et les rebelles du M23 se sont déroulés ce vendredi à 25 km de la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Dans la nuit de dimanche à lundi, les deux camps avaient suspendu leurs pourparlers à Kampala, s'accusant mutuellement de bloquer les négociations, tout comme ils s'accusent aujourd'hui d'avoir attaqué les premiers. Amnesty International dénonce la répression au Tchad. Dans un rapport publié jeudi à Dakar, l'organisation de défense des droits de l'homme accuse N'Djamena de réprimer toute forme de critique au nom de la sécurité. Des homicides, arrestations, détentions, restrictions à la liberté d'expression sont évoqués. La Maison-Blanche a annoncé jeudi son implication croissante dans la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée, aux côtés des États africains les plus touchés. Nous sommes très inquiets de l'augmentation troublante des faits de criminalité maritime et notamment des actes de piraterie au large des côtes ouest-africaines. 2 Américains ont été kidnappés au Nigeria, plusieurs navires marchands américains ont été attaqués. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.